Comment j'ai entraîné Suzanne? Quel a été l'entraîneur de votre fille? Quel a été son professeur? Que de fois cette question m'a été posée. Je vais y répondre très brièvement et l'on pourra voir que chacun peut suivre ou faire suivre cette méthode qui est de la plus grande simplicité. D'abord, j'ai tenu essentiellement à ce que Suzanne n'eût point d'autre direction que la mienne. Et je me suis appliquée à suivre le programme que je m'étais tracé pour son entraînement avec la plus grande sérénité. Quant au professeur, tous les joueurs qui m'ont paru de quelque valeur au point de vue de l'exécution du style et de la tactique, je puis dire qu'ils l'ont été. Regarder jouer les bons joueurs est en effet une excellente leçon qui vaut parfois mieux que celle de certains professeurs qui sont souvent des entraîneurs excellents, mais quelquefois peu aptes ou enclins à la démonstration des coups. Je lui ai fait apprendre tous les coups du jeu sans exception, en lui faisant travailler de préférence et sans relâche ceux où elle manifestait quelques faiblesses, afin de les améliorer. Je choisissais les heures de la journée où il y avait le moins de monde sur les cours, afin qu'elle pût travailler avec une plus grande tranquillité et à l'abri de conseils ou de critiques souvent intempestifs. Je dois dire qu'il n'est pas toujours facile de trouver des joueurs bien disposés. Chacun cherche le plus fort et de son côté, le plus fort fuit le plus faible. C'est d'ailleurs très compréhensible. Ceci me donne l'occasion de vous conter une petite histoire qui vous prouvera que cet état d'esprit exige, même chez les débutants, et qu'il existe et qu'il donne lieu, dans le cas présent, à une méprise amusante. À l'âge de 15 ans, Suzanne était encore petite et frêle, et elle avait des goûts de toute petite fille. C'était au mois d'août 1914, quelques mois après qu'elle venait de remporter le championnat du monde sur terre battue à Saint-Cloud. Chassés de notre pays par l'invasion allemande, nous venions d'arriver à Royan, plage des environs de Bordeaux, où nous ne connaissions personne. Suzanne jouait seule sur le sable et c'était un peu monotone. Voyant des filets de tennis installés sur la plage, elle s'approcha des jeunes joueurs dans l'espérance de faire connaissance avec eux et leur demanda de participer à leur jeu. Ceux-ci, pensant qu'elle désirait jouer au tennis, lui demandèrent « D'abord, avez-vous une raquette ?»« Oh oui, répondit-elle. » Mais il ne leur apparut sans doute pas qu'elle pût être une adversaire suffisante, car on lui signifia, d'un ton peu engageant, que l'on n'acceptait que des personnes sachant jouer. Sans insister, elle s'éloigna, riant intérieurement, mais le cœur un peu gros. Le lendemain, un jeune homme de leurs amis qui avait vu jouer Suzanne au club l'aperçut sur la plage et leur dit « Tiens, vois, Suzanne Lenglen !» Incrédules, ils se mirent à rire, mais ils voulurent en avoir le cœur net. L'un des jeunes gens, s'approchant de Suzanne, lui demanda « Mademoiselle, vous jouez au tennis ?»« Tiens, pensa-t-elle, ils sont moins sévères aujourd'hui. On va me demander si je veux jouer. »« Oui, répondit-elle, mais je vais jouer au club. »« Vous en avez une chance. Connaissez-vous Suzanne Lenglen ?»« Je ne la quitte jamais, nous habitons ensemble. » « Vient-elle jouer sur la plage ?»« Oh oui, car c'est si amusant de faire des pâtés de sable. »« Vous avez quelquefois joué avec elle ?»« Oh, répondit Suzanne, elle ne joue jamais sans moi. » J'arrivai à ce moment-là. « Tu viens, Suzanne ?» Les jeunes gens comprirent enfin. « Mais vous êtes donc vraiment Suzanne Lenglen ?»« Mais oui, répondis-je, et nous nous éloignâmes en riant. » Lorsque je cherchais des adversaires pour Suzanne, je me heurtais parfois à l'amour-propre de certains joueurs qui, par crainte de se faire battre par une petite fille, refusaient de jouer avec elle. J'ai le souvenir d'un joueur que Suzanne avait battu plusieurs fois et qui déclarait dans son entourage qu'il ne voulait plus jouer avec elle, arguant qu'il se gâtait la main en jouant contre une femme. Intimité d'une championne, 1er juillet 1914, journal Femina. À l'entraînement en pleine Picardie.
Dans une grande pièce abandonnée du vieux moulin, Suzanne Lenglen fait des balles sous la surveillance de son père. Pendant de longues minutes, sans arrêt, elle lance et reprend la balle, obéissante, s'assurant ainsi de la bonne tenue de sa raquette. Son père rectifie les coups douteux. « Soigne tes revers, prends la balle bien au milieu, de la souplesse dans le poignet, ne déplace pas le corps. » Par les fenêtres entrent des cris d'oiseaux. Soudain, des aboiements de chiens brisent le calme. La petite championne, abandonnant son mur, se précipite. « Oh, mes chiens! Venez voir mes chiens !» Un fox dans le jardin lui saute aux jambes. Un chien de berger s'aplatit sur le sol et fait des grâces. « Et mes lapins! Il faut que vous voyiez mes lapins !» Ils sont deux, l'un tout blanc, avec des yeux roses transparents comme de la gelée de pomme, l'autre tout noir. Leur dos ondule sous la caresse de leur petite maîtresse. « Et les poules? Vous avez vu les poules ?»« Oui, j'ai vu les poules. »« Et mon âne ?» ?»« Je l'ai aperçu en entrant. »« Et mon cheval ? Car je monte à cheval aussi, et à bicyclette, et même à échasse. » Je parie que vous ne savez pas vous tenir sur des échasses. Et sans attendre ma réponse, courant vers un hangar, Suzanne Lenglen paraît, juchée sur de hautes échasses, m'en jette une paire sur laquelle je grimpe péniblement et, trottant autour de ces chiens qui s'en donnent à cœur joie, saute et piette avec l'aisance d'un jeune berger des Landes. Pour être à son aise sur des échasses, conclut-elle en descendant, il faut être habillé en garçon. Si vous n'étiez pas là, je passerais un pantalon d'homme. Seulement, je vieillis et il faut que je me tienne bien. Mais voilà l'heure du tennis, vite dépêchons-nous. Sur le terrain, où elle a conquis ses grades l'un après l'autre, la petite championne se dépense avec une ardeur encore plus intéressante que sur les terrains officiels. Elle donne complètement l'impression du petit fauve humain, de la jeune panthère qui se multiplie, se développe, s'amuse de sa souplesse, de son agilité et de sa force. Ah, c'est l'heure de mon bain maintenant. Et tout en nage, la gorge haletante, Suzanne Lenglen se précipite vers le vieux moulin et reparaît, 1 minute après, enveloppée dans un grand peignoir. Un éclair et, dans l'eau courante et limpide, je vois le jeune corps qui s'agite. « Elle est froide, vous savez ? Vous n'en goûtez pas ? » Il ne fait pas assez chaud pour moi, prononçai-je avec une sagesse de vieux philosophe. Et je remonte vers le jardin, tout en écoutant M. Lenglen qui me parle, en souriant, du bel équilibre physique de sa fille. Je veux seulement ici, et pour répondre aux nombreuses demandes qui m'ont été faites, rappeler comment ma fille Suzanne, bien dirigée, a pu, grâce à une grande volonté et des aptitudes remarquables, il faut le reconnaître, arriver à devenir une excellente joueuse. Tant de bruits ont couru sur la manière de s'entraîner, tant de légendes se sont créées autour d'elle. Certaines personnes n'ont-elles pas imaginé que je l'hypnotisais sur le court et que je lui suggérais à distance la manière dont elle devait jouer ? Je tiens à rappeler aujourd'hui à ceux qui l'ont vue à ses débuts, ainsi qu'à la jeunesse qui pourra certainement en faire son profit, comment nous avons procédé pour arriver au résultat acquis. Chacun pourra ainsi se rendre compte que la méthode que nous avons suivie est de la plus grande simplicité et à la portée de tous. Les jeunes gens, si nombreux, qui font aujourd'hui du tennis leur sport favori, verront que l'on peut, avec de la persévérance et surtout un entraînement sérieux et bien conduit, devenir, sinon des champions, tout au moins des joueurs de force respectables. Le temps nécessité pour cette méthode d'entraînement n'est pas si considérable qu'on se l'imagine, s'il est rationnellement organisé. Suzanne doit ses succès peut-être à ses dispositions remarquables, mais aussi à sa méthode d'entraînement. Devenir champion. Si votre ambition va jusque-là, et si les personnes compétentes jugent que vous avez quelques chances de parvenir, mettez-vous, et j'insiste particulièrement sur ce point, sous la direction d'une personne qualifiée qui organisera et surveillera votre travail. Un bon manager est, j'ose le dire, absolument indispensable à quiconque veut suivre un entraînement vraiment utile et profitable. N'oubliez pas qu'il faut une volonté tenace et un travail soutenu pour atteindre le but.
Ne vous découragez pas dans les moments difficiles. Avec de l'énergie et de la volonté, vous arriverez à surmonter tous les obstacles. Et maintenant, si, parvenu à la bonne classe, vous voulez persévérer, vous devrez lutter non seulement contre vos adversaires, mais aussi et surtout contre vous-même. Il vous faudra mener une vie sérieuse et calme qui seule vous aidera à acquérir et à conserver la bonne forme qui fait les champions. Quand vous aurez atteint les premières places, votre labeur deviendra de plus en plus rude, car plus que jamais, vous devrez tenir tête à tous les assauts. Vous serez en butte à l'envie, aux jalousies parfois féroces que vos succès auront suscitées. On guettera vos faiblesses en attendant l'heure de votre déchéance, et la moindre de vos défaillances sera interprétée comme le signal de votre déclin. Ne vous laissez griser ni par les félicitations, ni par les flatteries, ni par les articles élogieux. Accueillez avec calme les acclamations du public qui vous oubliera demain. Tout cela est éphémère, car lorsque viendra le jour de la défaite, vous connaîtrez toutes les désillusions et tous les oublis. Mais que ma brutale franchise ne vous arrête pas, c'est la rançon de la gloire que vous devrez payer. Avec Beaumarchais, moquez-vous des sots, bravez les méchants et riez de tout, soyez philosophe et marchez hardiment vers le but. La fortune sourit aux audacieux. Le Petit Parisien, 17 février 1926, de notre envoyé spécial à Cannes. Enfin, la rencontre historique. Notre championne, grande favorite, restera-t-elle Suzanne l'Invincible ou la jeune étoile orgueil du Nouveau Monde, triomphatrice des Jeux Olympiques, Madame Wills, lui arrachera-t-elle le sceptre? Le match est pour 11h. Dès 9h30, une file pressée d'autos trépides dans les rues pavoisées pour le carnaval, et malgré le service d'ordre, on s'écrase à la porte unique du club, et ce n'est pas un euphémisme. Et l'on a pourtant affaire à ce qu'on est convenu d'appeler la crème de la société. Les tribunes, pareilles à des tapisseries des Gobelins trop neuves, se brodent de couleurs bariolées. Les opérateurs de cinéma qui, après bien des controverses, sont tous admis à titre gracieux, sont massés dans un angle du terrain sous les eucalyptus. Aux fenêtres du grand palace, dominant les cours, sont accrochés des essaims pressés de tête. D'autres cinéastes sont juchés sur les toits, sur les tours de bois entre les réservoirs d'essence d'un garage. Et tout à coup, des cris éclatent. Les propriétaires d'une petite maison voisine font tout simplement sauter leur toit. Et pareil à des diables qui sortent d'une boîte, des gens émergent, remuent la tête, agitent les bras à mesure que des deux côtés les tuiles s'amoncellent en cubes. Joyeux papotage! Dernier coup de marteau pour les tribunes édifiées in extremis. Et là-dessus, un grand ciel d'azur pâle, tout voilé de blanc, comme pour tamiser l'éclat du soleil. Une assistance de choix. Comment, dans ce tohu-bohu, discerner les grands de ce monde? À peine aperçoit-on sous un feutre beige le profil jovial de l'ex-roi du Portugal, le turban du Radja de Caxias, le képi doré d'un général. Il y a aussi, paraît-il, le prince et la princesse Georges de Grèce, les ducs et duchesses de Nemours et de Vendôme, la princesse Kara-Djordjevic, tout ce que la Côte d'Azur compte de lords et de ladies. Et parmi les journalistes, le grand romancier espagnol Blasco Ibáñez qui prend des notes. Précédés de héros d'armes, voici les mères des concurrentes. Madame Wills, haute et mince, vêtue de gris fer, d'allure un peu puritaine, le regard inquiet d'une poule qui a couvé un cygne blanc. Au contraire, tout en blanc, avec un chapeau violet, Madame Langlen, généreuse de forme, son petit griffon jaune sous le bras, ne faut-il pas qu'il soit à l'honneur? Elle se répand en gestes, en sourires, en propos, mêlés de crainte et d'espoir. Puis l'arbitre,
Le commandant Hilliard, visage de brique rouge sous un feutre gris, qui, bien qu'on soit, semble-t-il, en territoire français et qu'une des joueuses soit française, annoncera les coups en anglais. Il monte dans sa tour de bois. La minute approche. On sait bien qu'il ne s'agit là que d'un jeu, que le salut de la France n'est pas le prix de quelques balles qu'échangeront ces deux jeunes filles, que nous avons certes d'autres sujets de souci, mais tout de même on est ému. Enfin, les concurrentes, raides des photographes et des cinéastes. Côte à côte, elles posent. Hélène Wills s'est vêtue comme d'ordinaire, d'une simple robe de toile blanche, jupe plissée, blouse bouffante à large col retombant sur les épaules, tout à fait le costume marin des garçonnets d'antan qui alourdit un peu sa silhouette, mais lui donne un air touchant de grande fillette trop tôt poussée. Point d'autres bijoux qu'une opale sertie d'or au bras et une autre opale sur l'épingle qui ferme son corsage. Comment ces pierres qui portent malheur? Mais pas du tout, me dit quelqu'un. Au contraire, elles sont en Amérique un gage de bonheur. Et les jeunes championnes, elles ne montrent aucune émotion, toujours sa rose pâleur, dédaigneuse de tous les fards, son sourire doux, un peu distant, ses traits parfaits de jeune divinité grecque, Diane chasseresse par exemple. Le visage, oui, mais les jambes, souffle quelqu'un. Rondes et solides comme des colonnes doriques, en effet. Tandis que celles de Suzanne Lenglen, fines et nerveuses, elles ont le frémissement impatient des jambes de pur sang. Notre championne est gainée comme d'une cotte de maille, d'un chandail de soie rose pâle et un ruban ceint son front au-dessus des yeux qui brillent, de la bouche qui sourit, de tous ses traits hardis et mobiles. Quelques balles, histoire de se dérouiller, et un silence subit s'abat sur la foule. La partie s'engage et l'on sent tout de suite que la lutte sera chaude. C'est vraiment un spectacle d'émouvante beauté que ce duel de force et de grâce. Hélène Wills s'impose aussitôt par son calme souverain d'inébranlable cariatide. À peine semble-t-elle quitter le sol, fermement plantée sur ses jambes en équerre, et pourtant elle est partout. Ses terribles drives sonnent sur la balle comme des coups de gong et ses bras font sans se lasser les gestes larges et puissants du faucheur. Suzanne brûle le terrain comme une flamme vive et changeante. En 1 minute, elle inscrit sur le court toutes les belles attitudes des bas-reliefs antiques, évoque les mouvements variés de tous les genoux hauts, puis s'enlève d'un bond aérien rappelant la danse hardie et fougueuse de l'Isadora Duncan des beaux jours. Tantôt elle se penche presque horizontale, suspendue sur un pied, les bras gracieusement étendus comme pour plonger, ou bien tête en avant comme un boxeur usant de sa raquette comme d'un gant. Elle lance des revers pareils à des uppercuts, à moins qu'elle ne pirouette comme un derviche ou ne trace au-dessus de sa tête les cercles féeriques d'un jongleur. Le deuxième set. Au début du second set, Hélène Wills repart avec ardeur et sur un service fait le premier jeu. Puis elle commet des erreurs et met ses balles dehors et Lenglen égalise sur son service. Wills attaque à nouveau et fait courir Lenglen qui est lente à la riposte. Le jeu lui échoit 2-1. Suzanne perd son service, ratant un smash et 2 drives. Miss Wills mène par 3-1. Suzanne se réveille par des drives coulés, suivis d'une volée haute. Elle enlève le service de Miss Wills. 3 jeux à Wills, 2 jeux à Lenglen. Puis chacune fait un jeu, 4-3. Le jeu suivant est pour Lenglen qui égalise 4-4. Wills reprend l'avantage, 5-4. Puis nouvelle égalisation au jeu suivant, 5-5. Le public devient nerveux. Lenglen subit cette influence alors que Wills ne se départit pas de son calme. Un jeu est gagné par Lenglen, 6-5. Les deux championnes jouent admirablement et effectuent tour à tour de splendides descentes au filet. Puis survient un incident.
Suzanne Lenglen n'avait qu'un point à faire pour gagner le deuxième set par 7-5. Une balle douteuse de Miss Wills laissa croire un instant que le résultat était acquis. Mais l'arbitre, ayant considéré la balle comme bonne, refusa le point. La nervosité extrême de Lenglen est très visible. Un jeu est gagné par Wills, 6-6. Lenglen attaque vivement et Wills riposte à propos. Lenglen gagne un jeu. Applaudissements. Situation, Lenglen 7 jeux, Wills 6 jeux. Lenglen devient rageuse, multiplie ses attaques et, gagnant un jeu, s'attribue définitivement la victoire par 8-6. L'entraînement au tennis comporte 2 parties bien distinctes et je fis travailler soigneusement ces 2 parties à Suzanne. 1. L'entraînement physique. 2. Le travail des coups. Parlons d'abord de l'entraînement physique. Cette partie de l'entraînement, qu'on ne l'oublie pas et qu'on s'en pénètre bien, est la partie la plus importante du travail du joueur. Et c'est pourtant de cette partie qu'il se préoccupe généralement le moins. La bonne forme si recherchée des champions ne peut être acquise et conservée que grâce aux exercices, je dirais, scientifiques et surtout rationnels qui font partie de cet entraînement. Le choix de ces exercices n'est pas indifférent, car chaque genre de sport en nécessite de particuliers. Je me bornerai à indiquer ceux qui sont recommandables pour le tennis. J'ai fait suivre à Suzanne, et elle suit encore aujourd'hui, la méthode de culture physique décrite dans Keeping for How to be Healthy and Graceful by Colonel Mace, avec illustration des exercices exécutés par elle-même. Cet ouvrage contient les photographies des mouvements sélectionnés pour le tennis qu'elle fait chaque jour. Ces mouvements doivent être exécutés en même temps qu'une série d'exercices respiratoires qui consistent à remplir les poumons avec la plus grande quantité d'air possible en respirant par le nez et non par la bouche. Cet entraînement serait d'ailleurs d'une grande utilité, même pour les personnes ne faisant pas de sport, car les exercices sont efficaces pour combattre l'obésité si redoutée des dames, et ils entretiennent la souplesse des muscles. Si vous ajoutez à l'entraînement ci-dessus quelques exercices de saut à la corde et quelques petites courses de 100 mètres, vous ferez un entraînement parfait. Le saut à la corde, c'est un exercice très recommandable qui fait travailler les muscles des bras et des jambes. Il donne ainsi de grandes quantités de souplesse et augmente le souffle. 15 jours de pratique du saut à la corde donnent au joueur lent sur le court des facilités de démarrage qui lui permettent d'améliorer son jeu. En sus du saut à la corde, je faisais faire chaque jour à Suzanne quelques courses de 100 mètres environ avec 2 petites barrières de 60 cm environ de hauteur placées à 30 mètres environ l'une de l'autre. Je la faisais courir à une allure modérée pendant les premiers jours et je lui faisais augmenter progressivement la vitesse en tenant toujours compte de l'état du souffle. J'ai toujours sérieusement observé le travail de Suzanne dans ses différents exercices d'entraînement et je l'ai toujours arrêtée à la moindre trace de fatigue. La femme de France, 11 septembre 1927. Lorsqu'on apprend à jouer au golf, un club en main, on vous met devant une petite balle qui dort sur le gazon et on vous dit « Regardez la balle et ne pensez à rien ». Cela nous est assez difficile. Au tennis, au contraire, la balle est en mouvement. Elle nous attaque. Il faut penser 1000 choses et il faut penser promptement. Tout cela en 1 seconde, en volant à travers le court. Mais comment, entre tant de Français, est-ce une petite Française qui a su fixer ainsi les regards émerveillés des 2 mondes? Ne nous y trompons pas. La première victoire de Suzanne Lenglen, et c'est pourquoi nous l'admirons de tout notre cœur, a été sur elle-même. Ce n'est qu'à 11 ans
qu'elle prend une raquette de tennis. Son père, lui-même joueur médiocre, est frappé de ses dons. Riche et depuis peu oisif, il décide de devenir l'entraîneur de sa fille. C'était, je pense, en 1910. Par l'expérience et par l'observation, il la fit, et lui seul, ce qu'elle est devenue. Et au même moment où des milliers de spectateurs se pressent pour la voir jouer, où elle a un parterre de rois, elle s'inquiète de savoir si son père est content, s'il n'a rien à blâmer dans la façon dont elle a mené la partie. Et cette approbation est celle qu'elle recherche avant toute autre. Elle est la femme la plus connue qui soit. On se l'arrache dans le monde international, mais elle reste encore chez elle, la petite Suzanne qui obéit à ses parents. N'est-ce pas délicieux et bien significatif ? Écoutez encore cela, qui achève de peindre celle qui, à moins de 30 ans, disputa assurément à la seule Sarah Bernhardt la palme de la célébrité internationale. Et lorsqu'à 27 ans, il s'agit de savoir si elle acceptera de passer au professionnalisme, ce n'est pas elle qui décide. Dans un cas si grave, mademoiselle Lenglen réunit une espèce de conseil de famille, consulte ses parents avant d'accepter les propositions de l'impresario américain. Obéir sans hésiter à son entraîneur, quand cet entraîneur est de la famille. Lui obéir année après année, physiquement, moralement, abdiquer entre ses mains cette souveraineté que vous confère la foule. Croyez-vous que beaucoup de jeunes filles en eussent été capables ? Comme il fallait que Suzanne Lenglen fût intelligente, bien plus intelligente encore qu'on ne l'a dit, pour persister dans cette attitude. Et comme il lui fallait cette chose si belle et si rare, du caractère. Et songez-vous à tout ce que cela a pu représenter de privations mondaines, de mise au lit de bonheur, de gymnastique physique méthodique, d'efforts répétés dans tous les sens pour que, 2 ans après qu'on lui ait mis une raquette entre les mains, cette fillette en chaussettes et col marin devienne le représentant du club de Nice et remporte ses premiers championnats, et pour qu'elle continue année après année sa course ascendante. Tout le monde connaît la fameuse victoire de Wimbledon. La tenante du titre, mademoiselle Lambert-Klambers, était championne pour la 7e fois. Elle avait 35 ans, une grande expérience, des muscles et des nerfs solides au service d'une tête qui s'entendait à commander, à mener les parties, à les gagner et à son gré. Et avant de pouvoir se battre avec elle, Suzanne Lenglen avait éliminé les autres concurrentes, les meilleures joueuses du monde. Elle les vainquit toutes. Suzanne n'a pas encore perdu une seule manche. Et la voici qui, le 5 juillet, se présente contre la grande Lambert-Chambers. Quel contraste entre elles! Mademoiselle Lambert-Chambers, grande, mince, maigre, un corps sans agrément, sans quoi que ce soit où l'œil puisse s'arrêter avec plaisir et reconnaître une femme. Un de ces êtres asexués comme l'Angleterre s'entend à en produire pour le sport. Mais cela dit, une formidable machine de lutte, sans un pouce de graisse, nerfs et muscles, distraite par rien et surtout pas par le plaisir de plaire. Tout l'effort de la volonté tend vers un seul but, la victoire. On la voit, n'est-ce pas ? Un collégien dirait « c'est tapé ». En face d'elle, une fille qui vient d'avoir 20 ans. Un corps féminin dans sa fleur première, tout en souplesse et en grâce, une allure légère qui effleure le sol, des bras longs, beaux, où les muscles jouent librement, la poitrine développée donne aux poumons de cette coureuse la place qu'ils exigent, les hanches pleines soutiennent une taille ronde et fine, les jambes sont nerveuses comme il convient, la tête est petite, le front haut, le nez grand, les yeux clairs, verts mouchetés de jaune, panthère, pense-t-on. Sous une belle arcade sourcilière, la première fois que je l'ai vue, elle a évoqué pour moi Athalie jeune. J'étais devant une reine. Mais il n'y a rien en elle de conventionnel et de figé. On sent dans ce jeune corps quelque chose de frémissant, comme si un surplus de vie le remplissait, ce surplus de vie qui fait bondir les poulains dans les prairies.
mais ici soigneusement bridée et sous le contrôle d'une volonté qui se marque dans un regard assuré et maître de soi. Elle est habillée d'une façon charmante, en blanc, la robe courte pour laisser toute liberté aux jambes, un peu décolletée, les bras sont nus. Le choix des chaussures a aussi son importance. Il faut surtout y être à l'aise. Si elles sont trop lourdes et à grosses semelles de caoutchouc, elles contrarient le démarrage, alourdissent et fatiguent beaucoup. Si elles sont trop légères, elles sont de suite hors d'usage. Les semelles en corde, donc, sont garnies des espadrilles, dont sont garnies les espadrilles, sont excellentes. Mais il est nécessaire d'intercaler entre le pied et la semelle des contre-semelles en peau de mouton qui protègent la plante des pieds et évitent les ampoules qui se produisent parfois. Suzanne porte des chaussures de toile avec des semelles en caoutchouc léger et souple, dont elle est très satisfaite. Au tournoi de Wimbledon, où l'on joue sur l'herbe qui est parfois glissante, elle porte des chaussures en caoutchouc et toile, genre bain de mer, qui contrarient le glissement. Parlons maintenant du travail des coups. Le service par le haut, qui était alors pratiqué par peu de femmes, demanda une longue étude à cause de sa variété. Enfin, ce fut l'apprentissage au filet que Suzanne trouva le plus amusant. Les volées hautes et basses, les smatchs furent pour elle l'occasion d'un travail très attrayant. Je dois constater ici que la plupart des joueuses se cantonnent encore au fond du cours. « Allez donc au filet », leur disent certains conseilleurs. Ces derniers ont raison, mais ils semblent oublier que pour venir au filet, il faut être à même d'y tenir sa place et qu'il faut auparavant faire une étude des coups qui vous permettent de n'y être pas ridicule. Le jeu au filet n'est pas tellement difficile qu'on ne puisse l'apprendre, mais il faut l'apprendre et je vous y invite, car c'est certainement la partie la plus intéressante et la plus amusante du jeu. Faites donc quelques séances d'entraînement au filet, cela vous mettra en goût. Soyez surtout calme, assurez-vous bien votre équilibre, serrez bien le manche de votre raquette en suivant bien la balle des yeux pour la présenter au moment précis. Plus vous serez près du filet, mieux cela vaudra. On ne peut définir la distance exacte, mais entre 1 mètre et 3 mètres est une bonne distance moyenne. Essayez, vous serez ravis du conseil. Mode de la France, de la femme de France, 31 décembre 1922. Une question préoccupe passionnément les milieux sportifs d'Angleterre. Le prochain championnat de tennis? La compétition de polo? La traversée en avion de l'Atlantique? Vous n'y êtes pas. Il s'agit de savoir par quel procédé secret mademoiselle Suzanne Lenglen, champion français de tennis imbattable, soutient ses bas sans jartelle. Les sveltes mollets de notre grande triomphatrice internationale sont en effet gainées d'une manière irréprochable sans qu'une constriction insidieuse paraisse gêner les sûres évolutions de sa tactique impeccable. Et les commentaires vont bon train sur les cours de Londres. Gageons que mademoiselle Suzanne Lenglen se verra obligée de faire une démonstration publique sur un cours. Les Anglais ont toujours une manière très personnelle d'interpréter les sports. Si vous voulez obtenir une grande régularité et arriver à une bonne exécution, exercez-vous contre un mur. Un inventeur parisien, M. Basile, a imaginé un mur d'entraînement mobile à surface concave et à inclinaison variable qui produit des effets de retour très variés par le seul fait de l'inclinaison. Le travail au mur est aussi recommandable parce qu'il permet de jouer seul, lorsque l'on n'a personne pour vous envoyer les balles. Suzanne doit le perfectionnement et la qualité de nombreux coups à cette partie d'entraînement. Son revers, médiocre au début, a été perfectionné par un travail fréquent au mur. Sa grande régularité est certainement due à cette méthode.
J'avais chez moi 2 murs de travail, un en plein air, mais pour les jours de pluie, j'avais un mur couvert, ce qui lui permettait de jouer malgré le mauvais temps. Une ligne était tracée sur chacun de ces murs à la hauteur requise pour y simuler le filet. Puis j'avais tiré sur le sol une ligne blanche à 7 mètres du mur de chacun d'eux. Je lui faisais faire des exercices de régularité qui consistaient à renvoyer la balle, soit en coup droit, soit en revers, le plus grand nombre de fois possible sans manquer. Et elle avait acquis une telle maîtrise qu'elle additionnait parfois plusieurs centaines de renvois sans commettre de faute. Son dernier record dépassa 300 renvois et cet exploit me coûta une petite voiture que je lui avais promise afin d'y atteler son petit âne tunisien. Oui, pour l'encourager, je lui promettais des primes si elle parvenait à battre ses records précédents. Mais je dus bientôt m'avouer vaincue, car elle m'eût ruinée. Le journal, 3 août 1926. Lenglen va gagner en Amérique 1 million par mois. C'est à une manière de solennité que nous avait conviés hier soir vers 9h Master Pyle pour nous annoncer la signature d'un contrat au terme duquel Susan Lenglen, pendant 4 mois, va gagner presque autant qu'une grande vedette. Dans un salon d'un hôtel de la place Vendôme étaient réunis les représentants de la presse anglo-américaine à Paris et quelques journalistes parisiens. Master Pyle, ce grand gaillard blond qui, en bon américain, parle du nez, fume d'admirables cigares et sourit sans cesse, est fort connu dans le monde sportif des États-Unis. Il a lancé le Football Association professionnel, fondé des clubs, organisé de sensationnelles rencontres. Assis dans la position à la fois désinvolte et langoureuse du gratteur de banjo, le regard fixé sur une gravure, le grand manager débute par une profession de foi. Pas plus que le golf, le tennis ne doit être l'apanage des amateurs. Tout au contraire, il y a un gros intérêt sportif à opposer dans des matchs des amateurs à des professionnels. C'est pour appuyer la campagne qu'il va entreprendre, qu'il a engagé Susan Lenglen. La réputation de la première joueuse du monde est immense aux États-Unis. Il ne doute pas du succès de cette exhibition qu'il a longuement préparée. Susan Lenglen s'embarquera le 22 septembre, elle arrivera à New York le 1er octobre et commencera sa tournée le 10. Pendant 4 mois, elle visitera successivement les États-Unis, le Canada, Cuba, Mexico. Mademoiselle Lenglen est aux anges. Elle augure un vrai triomphe. Master Pyle l'en a assuré, sans rire. Il a parlé de trains spéciaux, de stades construits tout exprès pour ces solennités. Pour ces 4 mois, la championne touchera 100 000 $, soit, au cours du change, 4 millions de francs. Conseil aux jeunes joueurs. Il n'est pas inutile de rappeler ici aux jeunes joueurs les conseils que j'ai donnés à Suzanne et qu'elle a toujours suivis. Je les invite à les suivre. Ils en tireront le plus grand profit. Engagez-vous en tournoi. Dans toutes les épreuves où cela vous sera possible, c'est le meilleur moyen pour vous d'acquérir l'expérience et la pratique. Si vous êtes opposé en championnat à un joueur de première classe ou supérieur à vous, félicitez-vous-en et surtout disputez votre chance, si minime soit-elle. Ne scratchez jamais. Car c'est vous priver d'une leçon très utile. Mettez tout amour-propre de côté et surtout, appliquez-vous à faire de votre mieux. Vous en éprouverez une satisfaction personnelle et vous mériterez les éloges de vos camarades. Soyez ponctuels et répondez à l'heure fixée à l'appel du juge-arbitre. Vous n'êtes pas le seul joueur du tournoi. Et votre retard en contrarie la marche. En outre, arriver en retard vous met parfois dans un état d'énervement préjudiciable à votre jeu. Enfin, il y a le public qui s'est peut-être dérangé pour voir votre partie et auquel vous devez quelque déférence. Pendant la partie, soyez déférent pour votre arbitre. Acceptez les décisions.
même si elles vous paraissent injustes. Et surtout, ne les discutez pas. Il juge comme il voit et en toute indépendance. Rapportez-vous à sa loyauté. Ne commencez jamais un match sans faire quelques balles, de préférence avec votre adversaire. Cela vous permettra d'étudier son jeu, si vous ne l'avez pas encore rencontré, et puis vous vous mettrez en main. Dans le service, ne touchez pas la ligne du pied avant que la balle ait quitté la raquette, car l'arbitre vous compterait une faute, et rien n'est plus énervant pour le joueur. Vous êtes également en faute lorsque vous marchez ou sautez au moment de frapper la balle. Un pied au moins doit demeurer en contact continu avec le sol. Si, dans le cours de la partie, vous êtes au filet, ne passez pas votre raquette par-dessus pour attaquer la balle. Il faut attendre qu'elle soit de votre côté pour la frapper. Toucher le filet avec le corps ou la raquette constitue également une faute qui est comptée contre vous. Lorsqu'une balle est renvoyée dehors par votre adversaire, ne la touchez pas, ni avec la raquette, ni avec la main, avant qu'elle n'ait bondi et ne soit jugée en faute par l'arbitre. Vous perdriez le point, car la balle est considérée comme étant en jeu tant qu'elle ne touche pas terre hors du court. Si l'arbitre vous accorde un point que vous jugez vous-même être contre vous, ou que ce point soit contestable, rendez-le sans ostentation. Vous ferez acte de vrai sportif et vous vous attirerez la sympathie de votre adversaire et du public. Enfin, ne vous enorgueillissez pas d'une victoire facile. Une défaite honorable vaut parfois mieux. Merci.